Dites-moi de quel bois vous êtes, je vous dirai qui vous êtes en fait. De quel bois vous êtes fait, je vous dirai qui vous êtes. C'est un peu ça aujourd'hui, Nathalie Simon. Hein. Ah oui, on va parler de bois, mais pas n'importe quel, autour des maisons. C'est assez étonnant. Ici, à Aurillac, on a inventé le parpaing du futur, 100% écolo, qui permet de construire sa maison en bois. Alors, c'est quasiment une construction maison en kit, digne presque d'un jeu d'enfant. C'est une idée de génie qui s'intègre parfaitement au code génétique du Cantal, l'environnement. Regardez. Construire sa maison en moins d'une semaine avec des matériaux super isolants, c'est le rêve de beaucoup de Français, surtout lorsqu'au final, la facture n'est pas plus chère. Le procédé est nouveau et a été inventé à Aurillac. Voici le parpaing du futur, un bloc de bois rempli de laine de roche 100% écolo. Et l'homme qui a inventé ce parpaing nouvelle génération, le voici. Jean-Pierre Ladvie, ingénieur de formation, est aujourd'hui à la tête d'une PME de 25 salariés. Dans son unité de production, la matière première est écolo. Alors là, c'est intéressant parce que c'est des panneaux composites qui sont faits avec plusieurs essences de bois. Et l'avantage de ce type de panneau, c'est que c'est un produit très propre. Ces panneaux de bois sont alors débités, usinés, puis assemblés. Résultat, un parpaing 7 fois plus léger et 2 fois plus isolant que le minéral. Mais dans l'usine de Jean-Pierre, on ne se contente pas de fabriquer des substituts aux matériaux traditionnels. En seulement 2 jours, il peut sortir de cette usine pour le client une maison clé en main. Voilà, maintenant on est en phase finale, c'est la phase d'expédition. Et voyez devant vous, vous avez une maison qui est prête à partir, qui est entièrement palettisée. Ça représente à peu près un semi-remorque. Voilà, c'est prêt à partir, tout est là. De la cuisine au garage, face à vous, une maison en kit de 120 mètres carrés. Mais alors comment installer ces parpaings d'un nouveau genre? Pour le comprendre, Jean-Pierre nous propose une démonstration. Ici, pas de ciment. Les parpaings de bois s'emboîtent, et pas n'importe comment. Des numéros sont indiqués sur les blocs de bois. Il faut alors, comme un puzzle géant, reproduire le plan de l'architecte. Chaque brique est unique, donc elle dispose d'un numéro qui lui est propre. Le travail des monteurs, c'est de les mettre dans l'ordre, parce que chaque brique a sa forme et elle a une place bien précise. C'est pour ça que la maison va très très vite à monter, parce que tout est usiné en usine et c'est du modulaire préfabriqué en fait. Des maisons en kit, il fallait y penser. Cette idée de génie, Jean-Pierre l'a imaginée en 2006. Et selon lui, son environnement n'y est pas étranger. Le code génétique du Cantal, c'est l'environnement, voilà, ça se voit dès qu'on sort en campagne. Et en fait, nous, on a en nous, si vous voulez, cette préoccupation de l'environnement. C'est ce qui a démarré un petit peu cette affaire. Et effectivement, après, on a compris que c'était des produits industriels qui pouvaient se développer, qui pouvaient apporter d'autres solutions que les solutions existantes. Dans cette région réputée pour ses hivers rigoureux, le matériel très isolant de Jean-Pierre trouve son marché localement, comme par exemple chez la famille Paris. Le coût des murs porteurs est équivalent à une maison en briques plus isolation. Mais l'avantage de cette maison en kit, c'est que tout un chacun peut l'assembler. Sur ces images, voici l'habitation en pleine construction. Je crois que les murs de la maison ont été montés en 6 heures à 6h30. Une journée, le matin il n'y avait rien, le soir les murs de la maison étaient montés. Financièrement on s'en sort avec ce type de mur-là, puisqu'il y a il y a un gain de temps derrière, puisqu'on n'a pas besoin de réisoler les murs. Un an plus tard, après un hiver glacial, Marion et Jean-Bernard estiment avoir gagné en confort de vie. Ils espèrent maintenant voir baisser leur facture d'énergie. Sur une maison de 120 mètres carrés comme la vôtre à peu près, disons qu'on devrait avoir une facture énergétique pour le chauffage, du moins d'environ 400 € par an. Soit une facture énergétique divisée par 3 par rapport à une maison construite dans les années 90. En 2012, Jean-Pierre a convaincu une quarantaine de personnes de passer au parpaing de bois. Aujourd'hui, le PDG en vend partout en France, et même jusqu'au Mali. C'est vrai que c'est devenu furieusement tendance de construire sa maison en bois.
Aujourd'hui, 10% des maisons construites sont en bois. En 2002, il n'y en avait que 3%. Donc c'est vraiment devenu une grosse tendance. On l'a vu dans le sujet, c'est un petit peu plus cher de construire sa maison en bois. En revanche, on l'a vu aussi, la facture énergétique, elle baisse parce que c'est une maison basse consommation. Et on s'y retrouve quoi, au bout d'un certain temps. Ah bon, on s'y retrouve carrément, on l'a vu, hein, on la baisse de façon vraiment significative. Et il y a une idée reçue que j'aimerais vraiment battre en brèche, c'est que la maison en bois, elle ne va pas brûler plus vite qu'une maison classique parce que le bois il se consomme lentement. À la Par rapport au différence, béton, voilà. souvent ça arrête les gens en se disant oh là là, s'il y a un incendie, non, ça résiste bien quand il est traité notamment. Et puis c'est assez sympa quand même, c'est cosy d'avoir une jolie maison en bois. Il y a une autre tendance en ce moment et là c'est vrai qu'on commence à avoir un petit peu froid et c'est le moment des premières flambées, c'est de se chauffer au bois. Ouais. Vous vous chauffez comment vous, Jean-Seb? Non, pas lui, je chauffe jamais. Donc, Non, mais c'est vrai, chaud. c'est vrai, en plus je me chauffe pas. Moi c'est un bonheur, parce qu'à Paris évidemment on se chauffe pas au bois, mais moi j'ai la chance d'être chauffé par mon voisin du dessous et mon voisin du dessus. Voilà. Qui me, en fait, qui s'auto me chauffe. Facture énergétique formidable. Ah mais c'est absolument, c'est un bonheur et quand il fait au-dessus de 16, j'ouvre les fenêtres. Voilà, c'est ça. C'est un peu le truc, c'est le sol ici hein, qui est comme ça. Une cheminée qui adore ça, on a appris que bientôt on va plus avoir le droit aux cheminées ouvertes. Et ça va embêter pas mal de monde. Tu fais bien d'en parler parce que justement moi j'ai équipé ma cheminée d'un foyer fermé pour pouvoir chauffer la pièce principale au bois. Et c'est vrai que d'abord ça donne quand même des ambiances pas mal chez toi, dis donc. assez sympas. Non, c'est pas chez moi, mais tiens, là c'est une cheminée ouverte. C'est justement ce qui sera peut-être interdit un jour parce que c'est dangereux. Ça peut projeter des billots et mettre le feu chez vous. En revanche, ces foyers fermés vous permettent de chauffer réellement votre pièce. Il y a une grosse tendance aussi, c'est avec les poêles à bois qui sont vraiment très à la mode. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins cher quand on prend le prix d'un ster. Oui, Vincent. Le parfum du feu. C'est comme si on t'obligeait à boire un verre de vin dans un gobelet fermé, quoi. Ah, mais je connais quelques propriétaires de châteaux classés monuments historiques qui vont avoir du mal à faire des cheminées fermées sur des ouvertures de cheminées de 5 mètres. Hein. Ouais, il y aura des exceptions et c'est vrai que quand on peut pas avoir une cheminée, avoir un poêle, c'est aussi voilà une petite touche humaine. Nathalie, Laurent Guillaume, toi qui es en montagne, simplement, justement. Tu sais que la contrainte des refuges, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'énergie pour se chauffer. Et il y a un des meilleurs moyens de chauffage au monde, alors là, qui coûte rien du tout, c'est la chaleur humaine. Oui. Un corps humain, c'est 300 watts. Donc quand on est 6 dans une pièce bien isolée, et ben on arrive à la chauffer. Et c'est pas une blague parce que dans les maisons basse consommation, on tient compte du nombre d'habitants dans un foyer pour calculer la quantité d'énergie qu'il faudra pour chauffer la maison. Donc je 300 watts. Moi, je fais 300 watts. Dans les refuges, c'est comme ça. Tu fais 300 watts. Dans certains refuges, notamment celui du goûter. Je vais alors prendre si j'ai froid, je vous invite tous à la maison. Mais moi, je suis le meilleur chauffage, le meilleur marché. Et Jean-Sébastien voilà. peut faire appel à son voisin du dessus et du dessous. Voilà. Donc voilà, c'est la nouvelle tendance. On construit sa maison en bois et on se chauffe au bois. Merci beaucoup Nathalie, on apprend des choses ce matin. Une fois de plus, en Midi en France, de 10h50 à 11h45. C'est votre magazine de découverte sur la Tour. Des éleveurs de champions. C'est le choix d'Hélène Boucher aujourd'hui à propos des animaux. Mais pas n'importe quel champion, hein, c'est ça Hélène? Oui, exactement. En Auvergne, ce n'est pas forcément une terre de cheval. Ah. Et pourtant, eh bien, Stéphane s'est dit, si ces prairies verdoyantes profitent autant aux vaches, eh bien, pourquoi ne pas y élever des futurs champions, des chevaux de race anglo-arabe à nocelles, plus exactement. Et on dit généralement dans le milieu du cheval qu'il faut toute une vie pour se faire une réputation. Lui, Stéphane, il lui a suffi de 15 ans pour acquérir une belle notoriété. Plutôt discret et modeste, il a accepté d'ouvrir ses portes aux caméras de Midi en France pour faire connaître sa passion au plus grand nombre. Attention, beau spécimen et petit poulain en vue. En Auvergne, l'herbe verte et riche ne profite pas qu'aux bovins. Tout près d'Aurillac, une cinquantaine de chevaux vivent au grand air. C'est au cœur du Cantal que Stéphane, éleveur de chevaux anglo-arabes, est venu s'installer il y a une quinzaine d'années. C'est des petits moments de bonheur, ça. Avec l'aide de ses 10 poulinières, Stéphane fait naître les champions de demain dans la discipline du saut d'obstacles. Et l'éducation de ses poulains commence dès leur naissance. Réveille-toi, là. Matin et soir, Stéphane vient rendre visite à ses poulains âgés de 3 à 6 mois.
Des moments importants qui permettent à l'éleveur d'observer leur caractère et peut-être de se faire une première idée de ce qu'ils pourront devenir. Ça me permet de voir un peu leur comportement, à savoir ceux qui sont plus craintifs, ceux qui sont un petit peu plus, par contre, curieux, un peu plus téméraires. Éduquer ces poulains, c'est aussi les habituer à l'homme pour qu'ils aient une confiance totale en eux, surtout quand il s'agira de sauter des obstacles d'1,40 m. J'aime ces poulains qui ont beaucoup de vie et qui à la fois sont très curieux et ont envie de découvrir. Je pense que c'est un bon gage de qualité pour l'avenir. Viens là, viens. D'ici peu, ces poulains seront sevrés, puis débourrés à l'âge de 3 ans. Viens la fille. Un travail de longue haleine pour ce passionné qui ne compte pas ses heures. C'est plus une passion parce que là, franchement, j'ai pas l'impression d'être au boulot quand je suis au milieu de ces chevaux. Et c'est cette chance qu'on a, justement, d'être dans les prés avec les animaux et tout, et de les voir évoluer et tout. Après, la plus grande satisfaction, c'est de les voir après évoluer plus tard et, si possible, au plus haut niveau. Et c'est vrai que c'est assez vibrant et grisant à la fois d'avoir un cheval qu'on a vu comme ça, et qui après fait des belles épreuves. Les juments de l'élevage sont dehors toute l'année et ne sont rentrés que pour pouliner. Un mode de vie rustique qui fait des chevaux au caractère bien trempé. Dans l'élevage, il y a 2 poulinières que Stéphane bichonne particulièrement. Jaliska, avec sa robe grise, a déjà donné naissance à un grand crack qui court actuellement sous selle espagnole. Ouh, ça va. Et voici son petit frère, peut-être lui aussi un futur champion. C'est avec sa femme, en charge de la reproduction à l'élevage, que Stéphane va examiner les juments à la poulinière. Non, mais écoute, c'est bon, elle a bien cicatrisé, il n'y a pas de souci. Ouais. Pas de recette miracle pour faire naître un grand champion. Il faut du flair, de l'audace, mais aussi étudier l'arbre généalogique des futurs parents pour que leurs qualités et défauts se complètent. Il naît complètement dans notre tête et sur le papier. Et je vous dirais que c'est un des charmes de l'éleveur, c'est d'imaginer déjà comment va être le futur poulain. Voilà. Et là, on est vraiment dans le métier d'éleveur qui nous passionne tous. C'est à l'âge de 3 ans que le poulain entame sa première séance de saut. Trop. Un petit poil plus d'intensité, Isa, dans le virage peut-être. Ouais. Voilà. Quelques obstacles et Stéphane peut déjà juger des premières qualités de son poulain. Voilà. Notre fois, c'est des moments qu'on attend quand on est éleveur parce qu'on commence à juger du résultat du croisement. Allez, c'est bon, on la laisse là-dessus. C'est au tour de cet autre poulain de montrer ses capacités de sauteur. Il est encore tôt pour dire si ce cheval sortira en concours amateur ou professionnel. Voilà, notre fois. Mais il montre déjà de belles aptitudes. Yep. Ces chevaux-là, eux, ont déjà un peu de métier. Ah, très bien. Stéphane a troqué sa casquette d'éleveur pour celle de papa bienveillant. Et surtout, tes rênes, pas trop comme ça, là. Pas trop... À cheval, ce sont ses 2 filles, Adèle et Alice. Alice monte Terre, une jument de 6 ans, née à l'élevage. Une grande fierté pour cette jeune cavalière. C'est super, ça me fait plaisir de la monter parce que c'est une jument qui est née à l'élevage et je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup de sensations dessus et après, moi j'aime beaucoup donner beaucoup d'amour aux chevaux pour qu'ils nous le rendent et que ça se passe bien. Cet amour du cheval transmis par ses parents lui donnera peut-être envie de faire naître de nouveaux poulains pour que le nom de leur élevage continue de rayonner au-delà du Cantal. Alors, c'est vrai que moi j'adore les vaches, j'adore voir des salaires ici en Auvergne.
Mais voir des beaux champions comme les chevaux qu'élève Stéphane, qu'il envoie même dans le monde entier, hein, en Espagne, au Qatar, tellement ce sont de beaux animaux, de futurs champions, bah, je trouve que c'est pas mal aussi, ça change un peu quand même. Hein. Mais dis-moi, c'est un travail de longue haleine, enfin de longue haleine pour toi. Oh, magnifique. Bravo. Avant de se dire, tiens, j'ai un cheval qui est champion. Enfin, tu vois, c'est long, on se rend compte qu'il y a un gros boulot. Plusieurs années, je dirais même que ça commence avant de mettre la petite graine dans la jument. C'est-à-dire que vraiment, Stéphane, il conçoit un cheval dans sa tête en se disant « Tiens, je choisis cet étalon-là, je choisis cette jument-là, car je sais qu'ils ont déjà produit tel ou tel cheval qui a donné des résultats en concours. Ensuite, le cheval naît. Est-ce qu'il a 3 pattes ou 4 pattes? Est-ce que déjà il est bien parti dans la vie ou pas? Et puis ensuite, il faut 3 années avant de pouvoir débourrer le cheval. Au bout de la 4e année, on va commencer à le monter. Ouais, et ce n'est qu'à l'âge de 6 ans qu'on va pouvoir se dire, tiens, ça c'est un cheval qui va plutôt aller en concours amateur, ou ça c'est un cheval, un futur champion. C'est vraiment du long terme. C'est du très 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 long terme. Mais je dirais que ça en rend le travail encore plus admirable. Et c'est pour ça qu'on met des années et des années à se faire une réputation dans ce milieu-là. Mais je pense que voilà, moi Stéphane, c'est quelqu'un que j'admire, qui est venu élever des chevaux sur une terre qui n'est pas forcément une terre de cheval au début, qui a des super résultats, et puis qui a une façon d'élever ses animaux en les laissant toute l'année dans les prairies, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Ça en fait des chevaux robustes, et puis donc des futurs champions parfois. Merci Hélène, bravo. Coup de chapeau à Stéphane.